Voilà, bonsoir à tous et chacun. Nous sommes là pour de compte de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de référence, l'émission Le Rendez-vous, pour parler de l'actualité. Voilà, il n'y a pas longtemps, nous avons célébré l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, 64 ans exactement. Voilà. Parce qu'en face de moi, je suis avec le président du RAPEC, Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Nous allons parler de l'agriculture 64 ans après. Est-ce que ce secteur a connu des évolutions, ainsi de suite? Les présidents du RAPEC et de l'UNAGRICO, Union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, va parler de tout ça tout au long de cette émission. Voilà. Lui, c'est M. Pierre Boukassa. M. Pierre Boukassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. L'agriculture est l'activité primaire de base dans tous les pays du monde. Elle permet de nourrir la population. Mais parce qu'on a célébré l'indépendance de notre pays 64 ans après, est-ce que vous pouvez nous parler de ces secteurs? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qui a été fait de nécessaire pour voir, pourquoi pas nourrir toute la population de la République démocratique du Congo? Après avoir eu notre indépendance, nous pouvons dire qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès dans notre domaine agricole. Au fait, tout a été biaisé dès le départ, mais malgré ça, nous autres Congolais, nous nous sommes quand même battus pour que nous puissions tenir sans pour autant qu'il y ait trop d'aide extérieure. Il faut dire une chose, c'est que à l'époque coloniale, jusqu'à l'aurore de notre indépendance, notre agriculture dépendait plus des cultures pérennes, donc des cultures tournées vers l'exportation. Ce qui faisait que les colons essayaient d'encadrer les paysans en les faisant travailler dans leurs plantations, tout en organisant des cultures vivrières. Mais pour eux, la base, c'était les cultures pérennes comme le café, le cacao, des histoires comme ça, qui peuvent être exportées. Et ils finançaient, pour qu'on ne les vole pas, ils mettaient les moyens à l'intérieur pour qu'on fasse ces cultures de maïs, qu'on fasse même le manioc, qu'on fasse aussi le maraîchage et qu'on sort. Après notre accession à l'indépendance, malheureusement, à la période de la zarianisation, les colons ont retiré leur argent. Ils ont dû quitter le pays et nous sommes restés seuls sans comprendre que les bailleurs de fonds qui essayaient de faire en sorte que nous puissions travailler étaient partis avec leurs moyens. C'est ainsi que nous sommes restés avec la technicité, mais avec de maigres moyens. Ce qui faisait que pendant un certain temps, on n'avait pas la possibilité de produire comme eux. Les cultures de café étaient tombées pratiquement par terre, toutes les cultures pérennes abandonnées. Il y a eu la maladie du sida telle que la trachomycose du café qui est arrivée. Donc on a dû brûler nos champs. Le cacao, on n'exportait plus. Donc, bref, pas d'argent pour financer les cultures aussi bien vivrières que maraîchères. On n'avait pas de moyens. Et notre gouvernement, malgré les paroles, malgré les promesses, n'a pas su remplacer des colons. Ce qui fait que notre agriculture a un peu régressé. Ça avait un peu régressé. En ce moment, j'ose croire que 64 ans après, notre plus grande erreur ou notre plus grand problème dans notre secteur, c'est que les gens comptent sur l'extérieur. Nous osons croire qu'avec les importations et avec aussi ce que nous attendons comme don, nous pouvons arriver à relancer le secteur agricole. Chose que je n'ai jamais cru. Parce que pour moi, l'Afrique doit cesser avec les dons. Il ne faut plus qu'il y ait de dons. Je serai président de ce pays. La première des choses que je ferai, c'est interdiction formelle qu'on puisse envoyer à notre pays, qu'on nous fasse des dons. Monsieur Pierre, les dons entretiennent la pauvreté. Quand est-ce que l'agriculture a commencé en République démocratique du Congo? Ah non, c'est depuis de belles lurettes. N'oubliez pas qu'il y avait déjà, à l'époque de nos grands-parents, il y avait déjà les systèmes de cueillette et consorts. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est... Mais il faut dire l'agriculture en tant que métier, vous voulez peut-être dire. Parce qu'en tant que paysanat, nous avons commencé depuis des siècles. Mais en tant que métier, ce n'est que maintenant que nous sommes en train de professionnaliser le domaine. Parce que qu'on le veuille ou pas, il fallait sédentariser la population et ensuite
essayer par tous les moyens à ce que nous puissions réellement, l'homme puisse vivre de son travail. C'est un peu ça. Et quel développement agricole en République démocratique du Congo? C'est ce que je suis en train de vous dire. Notre développement a été freiné par les rêves des Occidentaux. On a rêvé avec eux qu'ils allaient nous aider à nous développer alors que nous étions en train de les concurrencer. Vous comprenez? Ce qui fait qu'à un moment donné, les Européens, les Occidentaux ou bien les Américains ne pouvaient pas accepter que l'agriculture des Africains puisse se développer. Parce que pour eux, tout ce qu'ils produisaient en trop devait être déversé sur le marché africain. Là, nous sommes entre 2 et 4 milliards de ce que nous sommes en train d'importer comme bien de consommation. Alors, ce qui fait que ça leur permet pour leurs paysans de pouvoir tourner, alors que nous, ici, on entretient tout juste que nous puissions acheter et non produire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que notre agriculture a été freinée. Maintenant, nous essayons de nous passer de tout ça. Mais malheureusement, vous voyez vous-même, les poissons meurent de vieillesse dans nos lacs, dans nos rivières. Mais nous allons en Namibie pour acheter les chinchards. Nous partons en URSS, en Russie, pour aller chercher des chinchards. Alors que nos poissons meurent de vieillesse. C'est tout simplement un problème organisationnel et les moyens de bord qui nous manquent. 64 ans après l'indépendance alimentaire en RDC, c'est possible et ça peut passer par quel moyen comme ça? Pour de bons résultats, bien sûr. Madame, si vous... La RDC veut à tout prix son indépendance alimentaire, on se le dit. Mais est-ce possible en ces temps-ci? Madame, c'est possible. Aujourd'hui, vous voyez que je parle sans trop m'agiter parce que 64 ans après, j'ose croire que nous tous, nous sommes mûrs dans ce domaine. Il faut dire une chose, c'est que pour que la RDC puisse réellement s'en sortir, il faudrait qu'on mette d'abord les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et ensuite que les gens comprennent qu'on mette aussi les moyens et que les gens comprennent que nous devons nous faire confiance nous-mêmes. Il ne faut pas compter sur l'extérieur. On dirait que nous préférons, au jour d'aujourd'hui, madame, est-ce que vous savez que nous importons les bitekoutekou de l'Afrique du Sud, les bitekoutekou, qui poussent partout ici, mais nous l'importons d'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que nous manquons des voies de sortie, nous manquons les semences qu'il faut, nous manquons les moyens et consorts, et même les chambres positives pour la conservation. Pour que vous puissiez trouver des chambres positives qui peuvent conserver le maraîchage, c'est soit dans les grands magasins, soit alors chez les compagnies aériennes. C'est eux qui ont au moins des chambres positives. Mais nous autres Congolais, nous n'en avons pas. Les gens commencent même à négliger la production des bitekoutekou, bilolo et consorts. On attend qu'on préfère importer d'Afrique du Sud. Donc c'est tout ça qui nous fait défaut. Nous avons un nouveau gouvernement et on se l'est dit, ce gouvernement a des priorités, mais des priorités en termes de développement du secteur agricole. Il faut quel canot comme ça? Madame, vous savez, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu et j'ose croire que si on se base sur la Bible, c'est parce que nos dirigeants qui se disent aussi prier oublient beaucoup ce qui s'était dit dans la Bible avec Joseph. Il nous faut, pour le secteur agricole, madame, il nous faut un Joseph qui puisse interpréter les rêves de Pharaon. C'est qu'à un moment donné, nous devons comprendre la période des vaches grasses et la période des vaches maigres. C'est que nous devons à tout prix faire en sorte que nous produisions nous-mêmes par la réserve stratégique. Cette réserve doit nous permettre de toujours prévoir le besoin en nourriture, le besoin en matière stratégique que nous avons besoin. Vous comprenez? Tant que la réserve stratégique ne va pas jouer son rôle, même pas le ministère. Les ministères, ils sont là normalement pour essayer d'inculquer une certaine politique à notre domaine. Mais en réalité, nous devons beaucoup miser sur la réserve stratégique, les services nationaux et les autres services qui permettent réellement la production. Et arrêter pour moi les, comment dire, toutes ces histoires de Bukangalonzo, de Batati, tout ça. La grande production au niveau du gouvernement, ce n'est pas ça. Il faut qu'on encourage les petits producteurs, mais que l'État puisse les encadrer. L'État puisse mettre des objectifs, mettre les moyens qu'il faut. Et pour ça, tout partira de la réserve stratégique avec un Joseph qui pourra aider le pharaon qui est le président de la République ou bien le gouvernement congolais. Au niveau de l'INAGRICO, quand même, vous déployez d'énormes efforts pour secourir, venir en aide aux pêcheurs, agriculteurs et éleveurs du Congo. C'est déjà le second mandat du chef de l'État. Il y a toujours beaucoup reste à faire pour le développement de ce secteur. Comment comptez-vous
recadrer les choses, voir les choses autrement pour qu'il y ait quand même du succès dans ce que vous faites? C'est une très bonne question, madame. Vous savez, une seule chose, c'est que on veut la réussite et son contraire. Vous comprenez, hein? Tout d'abord, il faut vous dire que pour l'UNAGRICO, même pour le RAPEC, tant que nous n'avons pas les moyens de notre politique, ce qui tue ici, c'est le moyen de notre politique. Vous n'avez pas les moyens. Et nous, en tant que des patriotes congolais, je peux même me dire que, bon, je ne vais pas exagérer. Et en plus, les initiatives de l'UNAGRICO ont souvent été vaines. Pourquoi? Non, j'ai envie de vous dire une chose. Depuis que nous avons monté l'UNAGRICO, ou bien le RAPEC, j'ai toujours refusé de faire la politique de la main tendue. Toujours en train de chercher les bailleurs de fonds européens, de chercher les organismes internationaux pour essayer de nous aider. Ça, moi, j'ai toujours refusé. Pour moi, l'Afrique doit se développer avec les Africains et nous devons créer notre propre moyen de financement dans notre domaine. Si nous n'arrivons pas à dépasser le cap, madame, vous savez, si nous voulons réellement développer notre pays, il faut que nous dépassions le cap de la nourriture, le cap primaire. L'étape primaire, soit la nourriture. Et pour cela, je vous dis, nous sommes en compétition, nous autres agriculteurs ou paysans africains, avec les agriculteurs européens. Mais imaginez-vous que toute l'Europe, il n'y a que 3% d'agriculteurs. Et nous, nous avons 80% d'agriculteurs. Mais eux, ils ont 50 milliards d'euros ou 100 milliards aujourd'hui. Et nous, nous sommes en train de parler encore d'1 milliard ou de 800 millions pour toute l'Afrique. Comment pouvons-nous arriver à produire comme eux? Comment pouvons-nous arriver à faire quelque chose comme eux? Il ne faut pas se leurrer. Nous devons bien nous organiser et savoir réellement mettre les gens qu'il faut à leur place. Vous n'allez pas toujours continuer avec cette histoire où on veut faire croire que les Africains sont des voleurs, sont des incapables, ils ne savent pas se prendre en charge. Non, madame. Nous pouvons nous prendre en charge, mais malheureusement, on met les gens qu'il ne faut pas à la place des gens qui peuvent faire quelque chose. Mais l'Union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, UNAGRICO, en sigle, plaide depuis longtemps pour la libération, entre autres, de sites agricoles et pour la représentativité des agriculteurs au sein des institutions nationales de la République démocratique du Congo. Où vous en êtes avec cette lutte? Vous nous avez vu pendant la propagande ou bien même pendant aussi la période avant la formation du gouvernement. J'ose croire que vous avez suivi les émissions que nous avons organisées pour demander à ce qu'on mette un agriculteur à la tête du ministère de l'Agriculture, quelqu'un qui puisse comprendre réellement ce qu'on peut faire pour ce secteur. Aujourd'hui, il y a M. Mouchaïl, ou son Excellence Mouchaïl, qui est un agronome qu'on a mis à la tête du ministère. Bon, je suis très content. Bon, je crois qu'il pourra comprendre au moins ce que nous sommes en train de faire. Mais toutefois, sans oublier que quand on vient des organisations internationales, quand on vient d'un peu de l'intérieur du pays, parfois on a du temps à maîtriser réellement ce que nous attendons de lui. Mais j'ose croire qu'il mettra les gens du terrain à côté de lui pour que tout ce que nous sommes en train de parler ne soit pas vain, quoi. Parce que les agriculteurs se sentent souvent exclus. Hein, et les revendications sont ignorées par les organes délibérants. C'est vrai, c'est vrai. Mais malheureusement, tous ces gens qui prennent des décisions ne peuvent même pas sortir, ni se prononcer, ni parler en public s'il n'y avait pas les agriculteurs. Les agriculteurs sont les premiers qui jouent un rôle très important dans un pays. Mais c'est pour ça que, madame, notre pays n'arrive pas tellement à décoller. Si nous ne décollons pas, c'est parce que nous avons encore des besoins purement primaires. Des besoins qu'il fallait que normalement on mette une politique congolaise, qu'on ne cherche pas la politique européenne. Le développement du Congo ne sera pas la même chose que le développement de la Belgique. Eux, ils sont à l'époque du service, où ils ont maintenant le service. Nous, nous sommes encore pendant l'économie de consommation, où nous sommes encore en train de nous chercher. Mais nous voulons faire comme eux, atteindre directement le service. Non, maman, nous devons comprendre là où nous sommes. Vous souhaitez à tout prix qu'il y ait quand même un nombre important des agriculteurs dans la Chambre basse du Parlement, bon, sans succès jusqu'à maintenant. Comment vous allez procéder autrement pour pouvoir défendre l'intérêt de la profession? Moi, j'ose croire que la politique africaine a beaucoup de lacunes, madame, parce qu'il faut qu'on se dise en face les réalités de notre pays ou de l'Afrique.
tant que les Africains, pour être politiques ou pour passer être politiciens, il faut corrompre, je crois que nous n'aurons pas la place des agriculteurs. Parce que l'agriculteur n'est pas un homme trop riche, n'est pas quelqu'un qui a les moyens pour dépenser, aller faire la campagne et consort. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont au Parlement, la plupart de ceux qui sont au Sénat, même qui sont dans les positions décisionnelles, qui prennent des décisions pour la population, sont souvent des gens qui ont dû à un moment donné corrompre. Et nous ne pouvons pas jouer ces jeux-là. Nous voulons qu'on défende la population congolaise avec les moyens de bord et que cela se fasse avec l'accord de tout le monde, que c'est des Congolais qui défendent leur pays, qui défendent leur sol et qui aiment bien ce qu'ils sont en train de faire. Agriculture, priorité de priorité. C'est des slogans. Cette réalité, loin de trouver sa place en République démocratique du Congo. Mais parlons de l'agriculture dans sa place, dans le budget de l'État. Comment faire pour qu'on sente vraiment que cette fois-ci, ce secteur n'est pas du tout négligé? Madame, vous savez, avec nos politiques... Quelle est sa part, la part de l'agriculture dans le budget de l'État? C'est toujours 1 à 3%. Si on va trop loin, ils diront peut-être qu'ils sont arrivés à 5%, mais en réalité, ce qui va être dépensé, c'est 3%. Aujourd'hui, on met beaucoup de priorités à la sécurité, la défense de notre pays, 20%. On met beaucoup de priorités aux soins, à la santé. On met beaucoup de priorités aux infrastructures. Mais où est la place de l'agriculture? Alors que, vous savez, madame, même ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, avec la guerre de l'Est, là, si réellement on encadrait juste les agriculteurs, je vous assure que les M23, là, même tous ces rebelles ne progresseraient pas. Parce que c'est nous qui connaissons réellement ce qui se passe là-bas. Ce sont les agriculteurs. Même eux, pour essayer d'avancer, ils ont besoin de manger. Leur logistique, ça ne peut pas tout le temps les suivre à partir du Rwanda. Ils ont besoin de pouvoir manger des histoires qui sont produites au Congo. Si nous donnons un mot d'ordre, que tous les agriculteurs arrêtent de produire, même les éleveurs qui quittent cet endroit-là, je crois que ces gens ne sauront pas avancer et ne sauront plus rien faire. Il faut que le pays compte avec nous, que le pays compte avec les agriculteurs. 64 ans après l'indépendance, les gens doivent comprendre qu'ils doivent faire confiance aux agriculteurs congolais. Et nous, on a une chance inouïe qui dépasse tous les autres pays, même de l'Ouest. C'est que le Congolais aime bien sa nourriture. Nous ne sommes pas adaptés à la nourriture européenne. Les frites, les patatis. Non, nous, c'est notre foufou et notre matembele ou notre chukwang, ça s'arrête là. Donc, ce qui fait que même si on était blacklisté, même si aujourd'hui on disait qu'on n'importe plus les histoires qui viennent d'Europe, ou que le Rwanda envoie même la nourriture au Congo, qu'on ferme les frontières, le Congolais va toujours survivre. Parce que nous pouvons produire tout ce que nous mangeons ici au Congo. Avant l'indépendance, les pays étaient réputés producteurs, entre autres, du café au consort. Et maintenant, là, vous pouvez essayer un peu de numérer. Qu'est-ce que nous produisons? Je vous ai dit que le café, nous avons connu 2 étapes dans le café. La première étape, c'est que le café était fait par le colon ou par le monde occidental pour l'exportation, afin d'avoir des devises. Et la deuxième chose, c'est que quand ils sont partis, on a connu une période où il y a eu la maladie qu'on appelle la trachomycose. C'est le sida du café. Donc on a dû brûler toutes les plantations au niveau de l'Équateur, ainsi de suite, tout ça, ou arrêter, mettre tout en jachère. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'avait plus de quoi pouvoir exporter. Donc c'est un peu dans ce cas-là que nous avons eu des petits problèmes de production. Maintenant, là, nous constatons, apparemment, ce sont le privé qui essaie un peu de donner un coup de pouce ou d'essayer de développer ce secteur d'une manière ou d'une autre. Mais madame, il faut qu'on que ce soit à l'est de la RDC, que ce soit ici dans la capitale Kinshasa, dans le coin un peu périphérique, ce sont des privés qui essaient de remonter la pente. Nous sommes en train de faire l'agriculture de subsistance. C'est que d'autres essaient de nous faire avaler l'agriculture familiale et consort. Mais je vais vous dire une chose. Notre grand problème, chaque fois avec nos dirigeants ou nos gouvernants, c'est que quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent tous se mettre dans l'agriculture pour essayer soit de plaire à leurs amis ou pendant le week-end, j'ai tel ferme à tel endroit, tout ça. Mais à chaque fois, c'est eux qui ont l'argent. Et chaque fois qu'on change de gouvernement, c'est
recommencement. L'éternel recommencement ne fait que nous faire reculer. Il faut qu'à un moment donné, nos dirigeants laissent les agriculteurs eux-mêmes être dans leur domaine, qu'ils essayent de travailler, sans pour autant qu'on essaye de tromper la population. Vous verrez que les grandes fermes, ce n'est pas un secret, quand on essaye de bien voir, qui produit beaucoup en ce moment ici au Congo, qui est celui que nous, dans notre domaine, nous primons. Je vais vous dire, vous serez étonnés, je vous dirai c'est le président Kabila. Je vais vous dire c'est Moïse. Vous comprenez? Mais tous ces gens-là, comment ont-ils pu faire cela? Comment sont-ils arrivés au niveau... Il y a ceux qui parlent même de Corneille Nanga. Il y a même Corneille Nanga. Vous comprenez? Ce sont les gens qui ont investi là-dedans parce qu'ils avaient la facilité d'avoir l'argent. Mais nous, maintenant, qui faisons avec nos maigres moyens, nous autres petits Congolais normaux, où allons-nous trouver l'argent pour les concurrencer? Mais eux, quand ils font des superficies, il faut 1000 hectares, 10 000 hectares et consorts. Il y a par exemple les Portugais, là où les Portugais ou les Indiens qui sont à Lubumbashi, des terres. Ça, c'est des gens qui produisent. Eux viennent avec les fonds de l'extérieur. Mais nous, Congolais, on nous a promis une banque de crédit agricole. Où est-ce que nous en sommes? Qui peut aujourd'hui toucher ne fût-ce que de l'argent pour produire? Quand la BAD, la Banque mondiale, le FAO, le PNUD, les consorts, l'USAID, quand ils parlent de l'agriculture, c'est juste une agriculture pour l'entretien de la pauvreté. Il y a moyen de relancer aussi Bukangalozo autrement. Bukangalozo, pour moi, madame, c'est une histoire qu'il faut qu'on ferme. Qu'on oublie Bukangalozo. Qu'on encadre tout simplement les petits agriculteurs de Kinshasa. Tous ceux qui sont dans la ceinture verte de Kinshasa ici, avec les agronomes que nous avons, en mettant les moyens qu'on a mis à Bukangalozo. Parce que Bukangalozo nous a pris 80 à 200 millions de dollars. On prend cet argent qu'on a jeté, on essaie de donner aux agriculteurs. En les motivant, à ce moment-là, l'État ne sera pas juge et parti. L'État pourra sévir celui qui n'aura pas atteint l'objectif. Mais tel qu'on le fait avec des grandes superficies, contrôlées par l'État, l'État lui-même produit, l'État lui-même consomme, l'État vend, l'État peut-être conserve. Mais, et les pauvres citoyens, qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'histoire? Et nous, qui sommes dans notre métier, qu'est-ce que nous devenons? Nous devons tous aller faire la politique. Agriculture, priorité des priorités, M. Pierre Bokassa, président de l'Union des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Parlez-nous un peu de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais c'est la prise de conscience tout simplement de la population et de nos dirigeants, qu'ils comprennent que réellement, les minéraux ne nous ont pas profité. Ça, c'est sûr qu'on a quand même tenu, parce que aujourd'hui, si on est arrivé à 16 ou 18 milliards de budget, c'est à partir aussi de ces minéraux. Mais il faut qu'on dise la vérité, c'est que l'agriculture peut nous donner plus de moyens même que les minéraux. Parce qu'on le veuille ou pas, nous pouvons produire partout au Congo. Et nous pouvons faire en sorte que, vous savez, le Congo peut aujourd'hui exporter, peut nourrir l'Afrique même 5 fois. Si réellement partout sur les 80 millions d'hectares, là, nous pouvions réellement produire. Nous pouvons arriver à exporter une fois à travers le monde entier, nourrir le monde entier une fois. Et vous donnez quel conseil au chef de l'État pour que ce rêve devienne une réalité? Que le Congo arrive quand même à nourrir l'Afrique centrale. Qu'ils mettent les gens qui comprennent le système, les gens qui peuvent réellement faire redémarrer notre pays. Vous savez, le grand problème du Congolais, c'est que nos autorités ne comprennent pas que les gens veulent travailler. Nous avons demandé depuis très longtemps qu'il faut remettre le Congolais au travail. Tant que le Congolais ne sera pas remis au travail, tant qu'on nous laissera tout simplement danser et prier, je vous assure que nous n'allons attendre rien de bon de ce pays. Il faut que les gens sachent que chaque chose a son temps. Nous devons, les autorités doivent remettre la population au travail, donner de l'occupation aux Congolais. C'est comme ça que vous éviterez les Koulouna, vous éviterez même les M23, on évitera même tous ces gens de AFC, c'est quoi là? Il faut que le Congolais travaille. Et pour cela, il faut que le chef de l'État puisse comprendre. Il avait fait un très bon discours quand il avait dit « Nous devons créer une classe de nouveaux riches Congolais ». Mais cette classe de nouveaux riches, il n'y a que la classe moyenne, c'est les agriculteurs. Les faire des petites unités de production, des petites industries. C'est ça qu'il faut pour que le pays redémarre. Mais tant que nous partirons sur des bases biaisées, où on attend, on ne contrôle rien, madame. Ce matin, j'étais encore en train de lire les banques contrôlées par les étrangers, les transports contrôlés par les étrangers. Tout est contrôlé. Donc, on est spectateur dans notre propre pays.
Il fallait qu'on oblige avant de faire une banque. Nous n'avons pas de banque. Non, on n'a pas de banque de Congolais. On n'a que des banques des Indiens, on a des banques chinoises, on a des banques européennes, mais on n'a pas une banque de Congolais. Tenue par les belligérants. Non, ce qui fait qu'à un moment donné, même pour faire une lettre de crédit ou pour arriver à importer, nous devons passer par les histoires qui sont contrôlées par des... Et je vais encore vous dire quelque chose de plus qui m'a toujours sidéré. L'IBAM, au niveau des banques, là. Partout au monde, vous trouverez ceux qui ont des comptes dans les banques, ont leur compte aussi, leur code IBAN et consorts. Mais nous, ici, avec le SWIFT et tout ça, nous nous retrouvons avec un seul IBAN pour tous les pays. Donc, vous allez en Allemagne, vous retrouvez que l'IBAN est juste pour une banque qui prend tous les gens qui sont dans cette banque-là. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, pour importer, c'est un peu difficile. Il faut qu'on arrête, qu'on arrive à obliger ces banques ou ces banquiers à avoir des associés majoritaires congolais, quitte à ce que l'État finance des Congolais à ce qu'ils prennent des participations ou des parts dans les banques. Mais il faudrait que nous ayons la possibilité d'avoir accès au crédit. Vous allez, madame, je vais vous dire une chose. Moi, avec les concessions que j'ai, comme des concessions de terre, là où j'ai mis mes histoires, mais je n'ai jamais eu même $1 d'une banque qui m'a prêté. Et pourtant, j'ai demandé chaque fois, je vais monter telle chaîne de production. Je vais faire... Jamais je n'ai vu une banque, que ce soit des Indiens ou des Belges ou des Français, accepter. Mais quand je vois les petits travailleurs comme les Belges et les Italiens qui travaillaient chez moi, qui sont partis dans les banques, je les ai vus, on leur a donné des crédits. Mais moi, Congolais, on me refuse dans mon propre pays. Et vous allez croire que ça va nous plaire. Que le président nous aide à avoir une banque de crédit agricole rapidement pour son second mandat. Il faut des investissements pour un Congo nouveau. Pour un Congo nouveau. Voilà, heureusement, vous avez dit, c'est ça vraiment ce qu'il faut. Il faut des investissements pour un Congo nouveau et des investissements appartenant aux Congolais. Pas tout simplement privilégier l'étranger. Et je vais vous dire aussi une chose. Vous savez que l'étranger, quand il vient investir dans le pays, il a 5 ans d'exonération. Et nous devons, nous, Congolais, lutter contre cet étranger-là pour avoir les mêmes prix. Et nous sommes plus suivis au niveau du fisc que les étrangers. Il y a quand même des limites. Le gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi a été investi il n'y a pas longtemps, ainsi de suite. Ils ont d'énormes défis à relever et consorts, ainsi de suite. Il faut commencer par où exactement pour résoudre le problème récurrent qui ronge notre pays, la RDC. Donner les sourires aux lèvres aux Congolais, voilà un peu ça. Les Congolais semblent vivre le moral en berne au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à nouer les débuts du mois. Alors par où commencer pour que ce second mandat du chef de l'État soit bel et bien capitalisé? En tout cas, à mon humble avis, il y a 5 choses que le chef de l'État devait comprendre. La première, c'était il faut qu'on arrive à faire en sorte que le Congolais puisse se nourrir. Puisque j'ai fait un peu le tour de l'Afrique ici, australe. Je vous assure que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Zambie, que ce soit un peu partout. Là. Quand il manque de maïs, vous êtes sûr que le gouvernement zambien peut vite changer. Et c'est que peut vite aussi changer au Kenya aussi, même en Tanzanie. Donc le grand problème, c'est lequel? Il faut que notre gouvernement incite les gens à la production avec ceux qui comprennent réellement ce qu'il faut faire. Sinon, nous tournons toujours en rond. Les gens arrivent, ils sont en train de faire tout le temps des voyages, en train d'aller à travers le monde circuler pendant que nous perdons notre temps. Donc, développer l'agriculture et les petites industries. Ça, c'est la première des choses. Aider les Congolais à ce qu'ils arrivent vraiment à travailler. Deuxième chose, la sécurité du pays. Une armée forte pour un Congo fort. Il faudrait que, normalement, on oblige que tous les enfants qui obtiennent leur diplôme aillent à l'armée à tout prix et fassent au moins 2 ans. Et qu'ils acceptent pendant les 2 ans d'être des célibataires et qu'ils s'engagent pour la patrie, quitte à mourir pour notre nation. Mais nous devons avoir, comme il y a 800 000 ou 1 million d'étudiants, les 1 million doivent aller à l'armée et doivent être motivés. Et surtout pour l'armée, il ne faut pas oublier qu'il faut bien les payer, que ce soit les policiers, que ce soit les militaires, c'est les premiers à qui on doit penser pour la paye. On doit les motiver, bien les habiller, leur donner une bonne formation, qu'ils aient un salaire pas moins de 200 à 300 $, rien que par militaire et par policier. C'est très important. Qu'on remette la ration comme à l'époque, qu'on fasse des casernes pour eux, qu'on puisse les caserner, qu'on sache à quel endroit ils sont. Et la troisième chose, c'est la santé. Qu'on nous aide, comme on a dit, la santé universelle. Qu'on arrive réellement à faire en sorte que le Congolais
ait la facilité, comme à l'époque, de suivre des soins de santé appropriés. Vous comprenez? Si on part dans ça et qu'on arrive à l'éducation, il ne faut pas qu'on continue avec cette histoire de corruption aux examens d'État, que les études sont bâclées au jour d'aujourd'hui, qu'on remette, même s'il faut qu'il n'y ait que 5 étudiants qui sortent chaque année, parce qu'ils ont au moins bien étudié, les professeurs, bien suivre les professeurs, que les professeurs soient motivés et consorts. Et il y a les infrastructures. Il faut à tout prix qu'il y ait des routes pouvant nous relier les différentes grandes villes du Congo, qu'on puisse arriver à la libre circulation à travers le Congo. Si nous arrivons à faire tout ça, j'ose croire que nous pouvons démarrer rapidement. Et ça doit être le défi du chef de l'État. Par rapport à la sécurité de nos frontières. C'est ça, mais j'ai parlé justement de la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de nos frontières. Il se passe beaucoup de choses parce que parfois, nous ne savons pas qui est qui. Vous comprenez? Nous ne savons pas qui est qui. Nous n'avons pas de carte d'identité. Nous ne savons pas si c'est celui qui dirige le service d'immigration est rwandais ou bien il est ougandais ou des trucs comme ça. Tout ça fait que nous perdons le fil des idées et nous ne savons pas comment organiser nos services. Mais cela peut se faire. Voilà, les 30 juin, à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le chef de l'État a prononcé un discours que vous avez trouvé convaincant. C'est un discours, vous comprenez? Le discours peut être prononcé, les idées peuvent être très bonnes, mais c'est le concret que nous attendons. Il faut qu'il y ait du concret. Maintenant qu'il a prononcé, il faut que ça suive. Vous comprenez? Parce que s'il y avait quelqu'un qui avait de très bons discours, c'était Mobutu. Le président Mobutu avait de très bons discours. Mais j'ai même 2 tomes de bouquets à la maison. Quand j'essaie de lire ces discours, mais madame, je suis étonné, ce monsieur-là, c'est un savant, c'est un génie. Mais dans tout ce bouquet, qu'est-ce qui s'est réellement réalisé? Le peuple n'a plus besoin de trop de discours. 64 ans après, 5 chefs de l'État ont défilé. Il y a Kasavubu, Mobutu, et puis il y a Mzee Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et puis maintenant c'est normal. Vous les évaluez comment? La courbe est comment? Se présente comment? Qu'est-ce que vous avez tiré de chaque chef de l'État dans leur façon de, chacun a ses individualités. Chacun a des individualités. Je ne peux pas les évaluer parce que, vous savez, c'est comme on dit... Qu'est-ce que vous avez retenu des Kasavubu? Non, madame, je ne veux rien vous dire ni des Kasavubu. Je n'étais pas à l'époque des Kasavubu. D'ailleurs, je ne connaissais même pas ce que j'étais en train de faire. Mais l'histoire, quand même, vous lisez l'histoire de notre pays. Moi, madame... Il n'a pas fait longtemps. Je vous assure que je ne peux pas me prononcer sur tous ces chefs. Surtout que la plupart sont encore en vie. Nous avons 3 sur 5 qui sont en vie. Donc, on ne peut parler surtout que des morts et non des vivants. Parce que les morts, on peut dire ce qu'ils ont fait de mal et de bien. Aujourd'hui, si je dis quelque chose de bien, ça peut se retourner contre moi. Comme si je dis quelque chose de mal, ça peut se retourner. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ces gens que vous venez de citer, ou tous ces présidents, ont fait de leur effort pour que le pays puisse encore tenir et rester pays. Et ça, c'est quelque chose que nous devons les féliciter. Chacun à son niveau, que ce soit le président Tshisekedi, que ce soit le président Joseph, ils ont fait en sorte que le pays continue. Un opposant jetait son nom acclamé haut et fort avant l'indépendance et après l'indépendance. Aucune lumière au bout du tunnel. Non, ça c'est faux, c'est faux. Aucune lumière comment? Le pays n'est ni en train de niveler vers les hauts, ni vers les bas. Mais par rapport à quoi? Le pays stagne. Mais il faudrait lui demander c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Non, je veux voir votre opinion par rapport à le monsieur là, la façon de voir les choses, ne sait pas la lecture de la situation du pays. Madame, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il nous compare toujours par rapport aux Européens. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, où sommes-nous? Est-ce que vous savez que ce soit la Chine, 5000 ans, 5000 ans qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Et quand vous voyez les Européens, ils sont passés par l'époque contemporaine, l'Antiquité, les temps modernes, les patins. Et nous sautons directement de l'indépendance aujourd'hui. Est-ce que nous avons connu notre Antiquité? Nous avons connu notre temps moderne. Ce qui se passe au Kenya, ça peut nous servir de leçon, si oui, comment. Et puis ce qui se passe en France, on a vu le Parlement dissous, ça peut nous inspirer aussi quoi? Nous, la République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe au Kenya, justement, c'est le ras-le-bol de la population. Vous comprenez? C'est que les gens en ont marre des paroles,
des bonnes choses, des gens qui se mêlent dans les histoires d'autrui, soi-disant pour aider le pays à avoir des fonds. Et ces fonds-là, le pays n'en profite pas et les gens ne voient pas leur bien, leur social changer. Vous comprenez, madame? Ce qui fait qu'à un moment donné, tant que le social ne change pas et qu'il y a trop de discours, les gens sont fatigués. C'est pour ça que j'ai dit, le conseil que moi je donnerais à mon président bien-aimé, c'est d'éviter de trop parler, mais surtout d'être concret. Vous comprenez? Quand il pose une pierre comme fondation, voici la première pierre, je vais inaugurer la route telle, que cette route se fasse, qu'on n'arrive pas dans 5-10 ans à prendre cette pierre et la jeter. Comme chez nous même à Kabea-Kamouanga, je t'ai dit une chose. On a posé une pierre de la première poste de Kabea-Kamouanga par notre frère Jipingoï. On a dû aller prendre la pierre et la jeter. Vous comprenez? Ça ne s'est jamais fait. Alors, à un moment donné, il faut qu'il accepte qu'il y ait du concret. Le peuple a besoin du concret. On parle déjà du projet de développement des 145 territoires. Voilà. Ouais. Comment orienter les choses pour réussir ces paris? Ça, c'est à leur niveau. Parfois, ça me fait trop marrer parce qu'il y a tellement trop de projets. Trop de projets, mais peu de réalisations. Il faudrait qu'on arrive, je le dis toujours, à ce que les gens qui dirigent, parce que je sais qu'il y a 3 organismes qui sont en train de piloter les 145 territoires. Il y a BSECO, il y a le truc du Bas-Congo et il y a aussi le PNUD. Mais que ces gens-là qui dirigent viennent nous donner tout le temps, madame, qui nous disent chaque fois où est-ce qu'ils en sont. Qu'on laisse par exemple les DG de BSECO passer même chez vous, invitez-le. Parlez-nous des 145 territoires, où est-ce que vous en êtes. Vous avez eu autant de millions à votre niveau. Combien avez-vous déjà utilisé? Qui ont été les bénéficiaires et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Que toute la population voit que réellement il y a un travail qui s'est fait. Que le responsable du PNUD vienne aussi nous dire. Que le responsable de... j'ai oublié l'organisme qui dirige pour ce qui est du Bas-Congo. Que lui aussi passe et nous dise. Que ça ne soit pas juste 145 territoires. On est en train de travailler. Mais c'est sûr, on peut prendre aussi des gens avec des pioches qui font de n'importe quoi et on dit qu'ils travaillent. Mais qui nous expliquent. On avait eu tant, nous avons dépensé tant et voilà là où nous en sommes. Vous comprenez, madame? S'ils font ça, ils vont dissiper beaucoup de malentendus. Et moi, j'ose croire qu'il faut qu'on arrive à faire... Dans vos émissions, n'invitez pas tout simplement ces politiques qui viennent juste faire comme des jeux d'enfants en train toujours de critiquer. Celui-ci qui vient, je suis opposant, il critique le président Tshisekedi. Les gens du président Tshisekedi critiquent Fayoulou, les Fayoulou critiquent... Non, ça c'est dépassé. On a un problème, c'est notre pays. Qu'on le veuille ou pas, Tshisekedi a ses 5 ans, qu'on les laisse 5 ans diriger le pays. Et après, que celui qui sera fort puisse prendre aussi les rênes. Si c'est lui qui va continuer, qu'il continue. Si c'est un autre, que l'autre vienne. Mais nous voulons à tout prix qu'on arrête avec la distraction. Distraire le peuple, faire mourir le peuple. C'est ce qu'on ne veut pas. Et surtout les histoires de tribalisme, là. Les Balouba, les Pat. Moi, je suis Moulouba ici. Est-ce que je peux dire que je suis Moulouba? Et je suis même de la tribu du président. Mais est-ce que j'ai un poste que le président m'a donné même l'argent? Non. Mais si je parle, c'est parce que je suis congolais et j'ose croire que c'est mon pays et je n'ai pas d'autre pays. Et j'aime ce pays et je vais tout faire pour contribuer à quelque chose dans ce pays. C'est Voilà. tout. Merci pour cet éclairage. Parlons alors du RAPEC, Rassemblement des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo, ainsi que de l'ONG Union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Vous avez réalisé de nombreuses avancées dans le domaine agricole. Est-ce qu'on peut connaître ces avancées? Je sais que, je peux citer, on a senti quand même la sécurisation des sites agricoles. Vous avez plaidé pour l'élaboration de lois agricoles et renforcer les capacités des agriculteurs. Il y a autre chose que vous préparez, vous comptez faire, surtout en cette année. Nous avons quand même épuisé la moitié de l'année. Qu'est-ce qu'il reste à faire, ainsi de suite, toujours qui puisse profiter aux agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo? Disons, madame, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement conscientiser, parce que nous n'avons pas d'autres bailleurs de fonds. Moi, j'ose croire que c'est nos autorités, c'est le ministère, que ce soit du développement rural, que ce soit de la pêche, que ce soit du ministère de l'agriculture. C'est eux qui doivent être conscients du rôle qu'ils ont à jouer. Parce que qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas de banque, ni il n'y a pas de mesures d'encadrement qui peuvent venir d'ailleurs en dehors d'eux. Donc, notre rôle en tant qu'organisation non gouvernementale sera de tout le temps essayer de tirer l'attention sur ces gens-là
pour qu'ils arrivent à aider les agriculteurs. Ce qui nous déçoit beaucoup, ce qui nous met un peu dans l'embarras, c'est de voir que les chefs que nous attendons pouvoir aider, comprendre, parce qu'ils sortent du milieu de nous, ou de comprendre que le peuple a besoin de travailler. Ces mêmes chefs, la première des choses, ils volent les entrants appartenant même aux agriculteurs, alors qu'ils ont déjà des millions d'argent. Donc nous devons maintenant, à notre niveau, nous allons faire une commission des privés qui allons suivre tout ce qu'il y a comme aide qui vient pour le pays dans le domaine agricole et suivre aussi tous les projets de tous ces bailleurs de fonds là qui se disent venir aider le pays, même s'ils sont contre nous, même s'ils ne nous donneront rien. Mais nous allons leur dire, arrêtez, nous avons 300 millions de dollars pour telle histoire. Ok, qu'on voit ces 300 millions. Que ça ne soit pas chaque fois faire sortir les Congolais comme des incapables. Non, vous volez, mais vous êtes en train de nous faire sortir comme... Nous mettrons une commission. Madame, vous me permettrez, nous commencerons à passer dans vos émissions pour dire tel organisme a dit 300 millions, il n'avait pas les 300, il n'avait que 3 millions, ils sont en train de mentir. Et tel a bouffé l'argent, tel a fait ceci. Nous allons prendre les informations et les divulguer sur la place publique pour que les gens voient que le Congolais n'est pas un fainéant, mais c'est tout simplement la mauvaise foi de nos bailleurs de fonds et même la mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent qui ne permet pas ce qu'on arrive à travailler. Voilà, il y a un problème aussi important que je semble oublier, mais ça m'est revenu. C'est par rapport aux intrants agricoles, par rapport aux engrais chimiques que les agriculteurs congolais utilisent, les autres l'utilisent mal, les autres ne savent pas où acheter ça, ainsi de suite. Comment utiliser les engrais chimiques? Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs tuent aussi. Pourquoi? Parce que les légumes que nous achetons, nous mangeons, ainsi de suite, il y a des engrais chimiques. Oui. Si. Madame, où acheter ces engrais chimiques, comment les utiliser et comment arriver à contrôler, à gérer tout ça pour qu'on ne puisse pas utiliser et tuer les Congolais par les légumes que nous achetons quotidiennement pour utiliser dans nos cuisines. Je vais vous dire quelque chose, madame. C'est de mauvaise foi que ce message a été véhiculé de ne pas utiliser les engrais ou d'utiliser outre mesure ce que nous utilisons comme produits phyto et comme engrais. Vous savez, les engrais, c'est depuis 1762 que les Européens utilisent parce que Liesberg a trouvé la formule pour faire les engrais depuis 1762. Nous sommes en 2024. Nous autres Congolais, on a commencé à utiliser les engrais à partir des années 60, 74, ici que nous utilisons les engrais. Donc, ça n'a pas trop d'impact sur notre agriculture par rapport à ce que les Européens sont en train de connaître. Même l'utilisation des produits... Ces femmes maraîchères, vous vous donnez vous donnez la peine de les expliquer comment utiliser. Non, on ne leur donne pas la peine, mais je vous dis déjà une chose. Vous savez, en 87, on avait 100 000 tonnes d'engrais par an qu'on utilisait ici au Congo, pour tous les pays. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 tonnes, 10-15 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a beaucoup régressé et la quantité d'engrais qu'on est en train d'utiliser est trop petite par rapport aux besoins du pays. Voilà. Même les produits phyto aussi. On a beaucoup à dire. Voilà, les temps, nous sommes butés par les temps d'clôturer. Monsieur Pierre, vous avez des secondes pour un message particulier. Nous avons parlé de la situation actuelle de la République, de l'agriculture en République démocratique du Congo. Et puis, on a parlé des causes de la faible production agricole en République démocratique du Congo. Vous avez des secondes pour un message particulier pour clôturer. C'était l'agriculture depuis 1960 jusqu'à maintenant, ainsi de suite. Merci beaucoup, madame. Moi, ce que je vais vous demander, c'est... Vous voyez qu'on n'a pas terminé notre sujet, surtout sur l'utilisation des pesticides et des engrais. Et j'aimerais dire aussi au chef de l'État que nous sommes toujours disposés à l'aider, à travailler avec, surtout au niveau de la réserve stratégique. Parce que ça, c'est ce qui peut l'aider à ce qu'on fasse que le social du Congolais puisse s'améliorer. S'il peut nous permettre de ne fût-ce que nous essayer aussi, comme on a essayé le général Kassongo, service national, comme on a essayé le ministre de la Justice ici, Moutamba. Vous voyez qu'il est venu avec des idées nouvelles. Il est venu en montrant qu'il ne parlait pas pour rien. Qu'il nous essaie aussi, qu'il nous mette un peu la réserve stratégique si on n'a même pas le ministère. Mais à partir de là, il comprendra que les agriculteurs congolais
peuvent faire quelque chose de grand dans ce pays. C'est à partir de l'agriculture qu'on développera le pays. Voilà. C'est tout. Le message est passé. Nous sommes à la fin de notre mission de ce soir. Vous avez reconnu M. Pierre Boukassa, président du Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, parti politique, et puis aussi numéro 1 de l'UNAGRICO, Union nationale des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Vous avez pris l'émission en cours, ce n'est pas un problème. La rediffusion, c'est les samedis à 13h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue. Merci à la chaîne Refonce Antenne pour ce programme et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Bonsoir à tous et chacun.